La première des choses qu'il faut dire, c'est que en la matière, on ne sait absolument pas ce que va intégrer ce projet de changement de la Constitution. Donc, pour l'heure, on est dans des spéculations. Maintenant, est-ce qu'on a tort ou raison d'être dans la spéculation? Chacun va défendre plus ou moins son parti. L'opposition en RDC est dans son rôle, a priori, d'opposant, de se questionner sur ce que va revêtir ce projet de Constitution. Mais en l'occurrence, le président Félix Tshisekedi n'a pas encore émis de véritable motivation concrète sur ce que va intégrer cette révision de la Constitution, si ce n'est de parler de belligérance, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a une nécessité à réviser cette Constitution? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce qu'il y a une... Alors, vous parlez d'urgence, moi je parle de nécessité. Je pense que dans le contexte actuel, le contexte politico-militariste de la RDC, vous l'avez rappelé à juste titre, parsemé d'une guerre qui a fait plus de 10 millions de morts, et encore, c'est les chiffres officiels, ça se trouve, on est encore à un niveau plus élevé. Et de déplacés. Et certainement dépassé. Il se pose quand même la question de la légitimité de cette Constitution qui date de 2006. Sous donc le président Joseph Kabila, dont on sait qu'il avait certaines accointances avec des forces déstabilisatrices étrangères à la RDC. Son père aussi. Et qui, évidemment, et qui peut expliquer certains articles assez étonnants, comme l'article 217 rappelé par la seule et unique dame sur ce plateau, mais non moins excellente, qui quand même institutionnalise plus ou moins la violation d'un territoire, d'un État souverain, alors même que ce pays est déstabilisé par des belligérances extérieures, mais aussi intérieures. Parce que si vous prenez tout ce qui est sorti dans le cadre des enquêtes avec le rapport Mapping, il a été établi qu'effectivement, il y aurait des forces déstabilisatrices au sein de l'État congolais. Pour assurer la continuité de l'État congolais, je ne trouve pas choquant, je ne trouve pas étonnant que le président veuille réviser la Constitution. Alors, si c'est sur ces points, moi, ça me va. Si c'est sur d'autres points, écoutez, voilà, chaque président est responsable des décisions qu'il prend. Mais en tout cas, sur ça, ça me paraît pas idiot, si ce n'est plutôt intelligent, de consolider la continuité du fonctionnement des institutions, alors même qu'on est en période de guerre et que ces institutions ont besoin d'être renforcées. J'ajoute d'ailleurs que la dimension de la déstabilisation touche aussi certains gouverneurs du pays qui n'exercent plus de fonctions à titre officiel. Et cette constitution pourrait, enfin, nouvelle constitution ou amendement ou changement de la constitution pourrait intégrer une meilleure consolidation donc, du fonctionnement des institutions, y compris même dans les provinces, qui sont souvent... Voilà, un peu en délicatesse, surtout à l'extrême est du pays. Donc vous prêtez en fait, vous supposez de bonnes intentions au régime en place qui veut modifier la Constitution. Mais pour cela, ce serait peut-être plus utile et politiquement plus payant d'obtenir un consensus de l'ensemble des forces politiques pour modifier la Constitution. A priori, c'est ce qu'ils souhaitent faire, parce que de toute façon, un peu comme en France, l'opposition est contre. L'opposition, elle est contre, mais elle est contre pas dans un, elle n'a pas manifesté son non-adhésion à ce projet dans un processus démocratique. Il n'y a encore rien du tout qui a été travaillé. À partir du moment où ce projet de révision constitutionnelle va officiellement être travaillé, d'ailleurs il va réunir une commission, c'est ce qu'il a dit, ensuite ça fera l'objet d'un projet de loi qui sera porté par le gouvernement et les débats se retrouveront au Parlement et c'est à ce moment-là que l'opposition mettra ou non son accord, a priori ça ce projet. Les pays africains actuels sortent donc d'une colonisation qui a pris fin dans les années 60. Donc ce sont des jeunes États qui apprennent, voilà, bon gré mal gré, à être des démocraties ou à être des bonnes démocraties. Certains tournent le doigt à la démocratie d'ailleurs. Oui, en tout cas ils apprennent en tout cas à gérer des États. Alors certains, vous me direz que certains ne sont pas bons, certains sont meilleurs que d'autres, mais en tout état de cause, ça ne fait que à peu près une cinquantaine d'années, enfin une soixantaine d'années maintenant, que ces États ont eu accès à l'indépendance. Donc les aterroiements sont logiques, en toute réalité, ils sont logiques. Maintenant, deuxièmement, lorsque vous avez
un ministre des Affaires étrangères qui dit, donc en parlant du président de la RDC, qu'il a bénéficié d'un accord à l'africaine, etc. Oui, Jean-Yves Le Drian, pour ne pas le citer, c'est ça? Voilà, pour ne pas le citer, vous le citez mieux que moi. En 2019. Ça pose aussi la question, finalement, des collusions et des inerties qui peuvent être exercées par l'extérieur quand il s'agit de poser, entre guillemets, la question de la direction que va prendre ces États. C'est pour ça que souvent ils vont revendiquer qu'on est souverain, qu'on est maître, etc. Moi je suis d'accord avec ça. Laissez-les faire. Très bien. Laissez-les faire. Les États africains ont aussi une histoire, avant d'être des États tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et il est peut-être intéressant de voir quelles sont les compositions politiques qui peuvent émaner pour essayer de construire un pouvoir démocratique, certes, mais qui prend en compte les réalités culturelles et ethniques du pays. Voilà, et c'est, à mon avis, ce n'est pas une mauvaise route que, éventuellement, de laisser les États prendre cette direction. Tant que la démocratie reste au cœur de ses velléités, pour moi, ça me va. Oui. J'aimerais dire, premièrement, que la question migratoire, c'est devenu une vraie question. Déjà, en fonction du fait des flux migratoires qui existent, comme Alfred, je vais parler plus de l'Afrique que des autres pays, même si tout ça constitue quand même une globalité quand même assez inquiétante. Le Proche-Orient, c'est plutôt la Turquie qui gère cet aspect. Mais pour ce qui concerne l'Afrique et l'Europe, ça devient évidemment quelque chose de préoccupant. Préoccupant pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est beaucoup de morts. Dans la Méditerranée, dans le désert, dans le Sahel et dans le Sahara, des reconductions à la frontière, etc., des vies laissées pour compte. J'ai encore une image en tête d'une dame qui était avec son enfant et son mari l'avait quittée pour aller chercher de l'aide parce que je crois qu'elle devait accoucher ou je sais plus trop quoi. Elle était mal et puis voilà, elle est décédée dans le désert. Donc il y a une question d'humanité, il y a une question il y a une question de continuité en fait du concept de vie, et ces questions doivent aussi être intégrées. C'est pour ça que quand Michel Barnier disait qu'on veut traiter la question migratoire mais avec humanité, à mon avis, ça va dans le bon sens. Maintenant, sur la question des centres de rétention, évidemment, c'est pas louable, mais c'est une solution pour régler un problème. Maintenant, la véritable question, c'est de régler le problème, pour éviter qu'on ait des centres de rétention. Et une des façons pour moi de régler le problème, c'est de revoir certains accords avec certains pays africains, sans vouloir leur marcher sur leur plate-bande, parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, ce sont des États souverains qui doivent se déterminer et s'autodéterminer, mais ça devient urgent, parce que la question migratoire, c'est d'abord un problème pour l'Afrique, puisqu'en 2040-2050, la population africaine va doubler, et qu'elle va doubler tous les 50 ans, avec déjà une population qui est jeune et qui aspire à plus de réussite sur le plan social, parce que dans certains pays, en tout cas en Afrique, les horizons sont bouchés. Même dans le commerce, dans l'informel, qui est occupé en majorité par des femmes, et encore, c'est utile, parce que ça permet de tenir des foyers et d'obtenir aussi une espèce de consensus social avec les États, ces jeunes ne voient pas d'autres échappatoires que de partir sur les routes périlleuses et dangereuses. En même temps, en Europe, la montée des extrêmes part d'un principe simple, c'est que on est frappé aussi en Europe par des récessions, par des crises qui font que les peuples européens veulent revenir à des valeurs qui semblent les leurs, à une possession de leur avenir, une maîtrise de leurs frontières, retrouver une économie sereine, etc. Ce à quoi se confronte Emmanuel Macron. C'est une problématique multidimensionnelle. Et donc, c'est-à-dire taxer ces questions aussi, par exemple, de racisme, etc., c'est regarder du mauvais trou de la lorgnette. Il faut regarder la chose dans une dimension véritablement globale. Kamala Harris est en décroissance sur le plan des sondages. Sa campagne n'imprime plus, même auprès de son électorat, bien sûr. En septembre, elle était bien plus en avance sur les sondages. Là, ça se rejoint. Là, les courbes commencent à montrer que ça se rejoint. Mais surtout, dans son propre électorat, notamment auprès de la communauté afro-américaine, elle a décroché complètement. Alors, après, d'ici à la fin de la campagne, on ne sait pas ce qui va se passer, évidemment, mais la campagne de Kamala Harris est quand même moins portée par un certain élan qu'elle avait eu au démarrage. Ça, c'est vous je ne le dis pas, c'est sur
sur les sondages démontrent qu'elle a maintenant plus que 2 points d'avance. Donc c'est les sondages. Que 2 points d'avance. Mais oui, mais en avance quand même pour quelqu'un qui n'imprime pas. Excusez-moi. Non mais justement, elle a perdu son avance. Ça veut dire qu'il y a une tendance qui est moins forte. Donc il faut quand même le noter quand on fait de l'analyse politique. D'accord. Ben oui, mais ensuite, la stagnation d'une phrase, c'est la fin de l'émission. Maintenant sur Donald Trump, effectivement, il y a ce côté outrancier, etc. Mais ça fait partie de son style. Il a été élu comme ça. Alors il faut arrêter de crier des cris d'orfèvre alors que vous connaissez le personnage. Par contre, c'est plus étonnant que de voir Kamala Harris rentrer dans le jeu de Donald Trump et être aussi une bagarreuse, être aussi globalement insultante, faire des procès de le 5 virilisme, etc. novembre.